y a Lou, moi, Antonin et Malo. On va faire la présentation dans la salle en tout. On a une format qui va se faire en 4 points. On va travailler donc premièrement l'immunoanalyse, l'homéostasie du cholestérol. Ça, c'est moi, Antonin, qui va le faire. Et ensuite, il y a Lou qui va s'attaquer aux aquaporines et à la polyarthrite rhumatoïde. On va faire un rappel de cours d'abord. Déjà, par rapport au système immunitaire, on va distinguer un système immunitaire qui est inné et un système immunitaire qui est acquis, qui va venir euh, plus en aval de la réponse immunitaire. Le système immunitaire inné, il comprend les lymphocytes B, les lymphocytes T. Il comprend aussi les cellules dendritiques, parce que les cellules dendritiques, elles vont faire une interface entre le système immunitaire inné et le système immunitaire acquis. Celui-là, c'est le système immunitaire acquis. C'est le lymphocyte B1 et lymphocyte T, c'est acquis. Et inné, c'est les verts. Donc, J'ai changé. ouais, Ouais. voilà. Et en vert, on a le système immunitaire inné. Donc, on a tout ce qui est LNK, les mastocytes, les polynucléaires basophiles, éosinophiles, neutrophiles, les monocytes et ce qui en découle, les macrophages. On va passer à la suite, je pense. On va aussi essayer de définir ce que c'est un antigène. Un antigène, c'est une petite molécule qui va être constituée de plusieurs épitopes. Enfin, on va pouvoir avoir plusieurs types d'épitopes, B ou T. Et ces épitopes, donc sur l'antigène, vont être reconnus par le paratope. C'est la partie qui reconnaît sur le lymphocyte. Donc, on appelle ce paratope, il va s'appeler, euh, on va aussi l'appeler récepteur. Sur le lymphocyte T, on va l'appeler TTR pour T-cell receptor. Et pour le lymphocyte B, on va l'appeler BCR de la même manière. Les liaisons qui vont se faire entre le paratope et l'épitope, elles vont être spécifiques. Un paratope va reconnaître un type spécifique d'épitope. Elles vont être réversibles parce que justement, elles ne sont pas covalentes, ces liaisons-là, entre le lymphocyte et l'épitope. Pour les épitopes B, ils vont être souvent présents à la surface de l'antigène natif et ils vont être un petit peu séquentiels de temps en temps, mais majoritairement, ils seront conformationnels, ces épitopes-là. Ils vont permettre, lorsque l'épitope B, lorsque le lymphocyte B va reconnaître l'épitope qu'il lui a signé, l'épitope va induire une prolifération et ensuite une différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Ça, c'est bon. Je ne vous l'ai pas dit, mais à tout le monde, pour le temps, pas de souci. Pour cet épitope B, il va être reconnu par le lymphocyte sans même qu'il y ait besoin de dégrader la cellule, contrairement aux épitopes B, je vais passer à la suite, qui eux vont avoir besoin d'être dégradés par les cellules présentatrices d'antigènes, donc les cellules dendritiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des CPA, les cellules professionnelles. L'épitope B, lui, à la différence de l'épitope T, à la différence de l'épitope B, il sera entièrement séquentiel. L'épitope T va être présenté par les cellules, le complexe CMH en collaboration avec les CPA dont je vous ai parlé. Donc, le récepteur du lymphocyte T va reconnaître le complexe formé par le CMH et l'épitope T sur la cellule CPA. L'épitope T qui est issu de l'agent pathogène que la cellule Oui. exprime. CMH, c'est complexe majeur d'histocompatibilité. C'est une protéine voilà, qui exprime à la membrane. Et en fait, quand une cellule va être infectée, quand une cellule va être infectée par un virus, elle va automatiquement présenter des portions de ce virus à sa surface. Et donc, ça montre que la cellule elle est infectée. Et elle le fait via le CMH. Voilà, par le CMH. On appelle ici une présentatrice d'antigènes justement parce qu'elles vont venir présenter l'antigène aux lymphocytes pour les activer. Les cellules présentatrices d'antigènes, il y a aussi les macrophages, les monocytes. Et les cellules présentatrices d'antigènes professionnelles, c'est les dendrites. Donc cette présentation par la CPA,
de l'antigène va permettre la prolifération, puis la différenciation en lymphocytes effecteurs ou lymphocytes mémoire. Il y a une partie des lymphocytes T qui vont devenir effecteurs, qui vont pouvoir devenir des lymphocytes CD8 ou CD4. Cytotoxiques. Oui. Les CD8, ils vont avoir une action cytotoxique sur les cellules qui sont infectées, justement, alors que les CD4, ils vont avoir un rôle régulateur. Voilà, ils vont avoir un rôle régulateur. Tandis qu'une partie des lymphocytes T vont devenir mémoire et vont rester dans le corps au cas où il y ait une nouvelle infection et pour avoir une meilleure réaction à cette infection-là. Tandis que les lymphocytes effecteurs, ils vont mourir après que l'infection soit sauvée, entre guillemets. C'est le principe des vaccins. Voilà. Mais là, il y a besoin d'une dégradation de l'antigène, qui est de l'antigène natif en petits peptides par les CPA, et pour pour qu'ensuite ils puissent les présenter. Voilà. Ils sont présentés par le CMH. La réponse immunitaire anticorps-antigène. Alors, pour les épitopes séquentiels, les conditions dénaturantes, c'est pas un problème parce que un antigène séquentiel, ça va être une séquence d'acides aminés. Donc, même si on change la conformation de la protéine avec une dénaturation, l'épitope séquentiel sera toujours reconnu et sera toujours accessible en conformation native. Ça correspond à la structure primaire de la protéine. Voilà. Et l'épitope conformationnel, par contre, il va être uniquement présent en conditions non dénaturantes, parce qu'on a besoin que les conditions pures soient faites entre les différentes parties de la protéine. Ça, c'est bon. Du coup, le premier, c'est pour être reconnu, c'est ça? Oui, c'est pour être reconnu. Un épitope séquentiel, on va faire un schéma. C'est juste la séquence d'acides aminés telle qu'elle est, la structure primaire. Tandis que l'épitope conformationnel, c'est comme si on pliait cette séquence, et des fois, il y en a qui sont collés, et on reconnaîtra cette partie-là. Le tissière ou le biciaire va reconnaître cette partie-là. Il y a des escorts qui reconnaissent la structure primaire et des autres qui reconnaissent la structure en elle-même. C'est ça. Ça, c'est les BCR surtout qui reconnaissent les épitopes conformationnels. Je ne sais pas si c'est bien juste, mais à ce que j'ai compris, l'épitope séquentiel, c'est la conformation native, donc la protéine a bloqué son nature, peut-être. Elle va présenter en fait une protéine à l'état normal. Il y a des épitopes séquentiels et des épitopes conformationnels. Et donc, quand on va faire des conditions dénaturantes, on pourra attraper que les épitopes séquentiels. Donc, ça veut dire que l'épitope conformationnel, c'est la protéine qui a subi déjà la conjugation, enfin, qui est déjà Oui, c'est la protéine fonctionnelle. Ok, donc il y a certains anticorps qui reconnaissent les épitopes séquentiels et d'autres qui reconnaissent les Ouais. conformations. Voilà. C'est dénaturant. Ouais, quand on la dénature, enfin, on va couper les ponts de sulfure, on va charger la protéine négativement et de sorte à ce que, au lieu de pouvoir faire des interactions électrostatiques et se replier d'une certaine forme, comme tout est chargé négativement, ça va rester plus ou moins droit, ça va être une sorte de fil, pas totalement tendu, parce que c'est jamais totalement tendu, mais un fil que tu tiens d'un bout à l'autre. Et pas une boule que t'as. D'accord, mais c'est séquentiel parce qu'on a la séquence. Ouais, C'est ça. Exactement. Ce qu'on appelle conformation native, c'est la toute première conformation, c'est pas celle qu'on a de la protéine dans le corps. Après toute la maturation. Parce que, par exemple, genre, quand elle est repliée, imaginons, tu as ton brin qui est comme ça. Alors, si tu replies comme ça, tu peux lire une séquence, tu vois, qui est, qui est pas la séquentielle. Parce que, genre, sinon, la séquentielle, ça ferait toutes mes mains, tu vois. Ou tu lis une séquence qui existe techniquement pas, mais qui existe que parce qu'elle est repliée. Voilà. Les conditions dénaturantes, c'est le bêta-mercaptoéthanol, c'est le SDF. C'est ce qu'on retrouve dans tout ce qu'on va faire comme immunotransfert, les migrations par électrophorèse, les blots, dot blot, Western blot, Northern blot, Southern blot, et tout ça. On va aussi noter les réactions croisées. Il y a des anticorps qui vont pouvoir reconnaître un même épitope, mais qui va être présent sur deux antigènes différents. Dans ce cas-là, on ne pourra pas forcément
affirmer si cet anticorps il fait une réaction croisée, qu'il reconnaît, si on veut savoir s'il reconnaît cet antigène, si on a cet antigène dans la mixture qu'on a, dans le broyat qu'on a, ou dans la solution qu'on a, il pourrait par exemple reconnaître cet antigène-là et on aurait un signal. Dans ce genre de cas, ça peut poser problème. Voilà, donc on pourrait voir deux tâches, par exemple, si on fait un Western blot, alors que on est censé avoir un anticorps qui est spécifique d'une liaison. Donc là, ça veut dire qu'il y a une réaction croisée. Donc là, on dit qu'il n'est pas spécifique de la cible. Un antigène va pouvoir être reconnu, il y aura plusieurs antigènes reconnus par un même anticorps. Du coup, quand c'est croisé, c'est quand deux anticorps différents reconnaissent. C'est quand un anticorps reconnaît deux épitopes différents. Ok. Donc dans les résultats, c'est difficilement analysé. Il reconnaît un même épitope. Sur Deux deux Il reconnaît antigènes un même différents. épitope, mais présent sur des antigènes. Un antigène, ça va être une molécule. Une molécule qui peut être protéique, la majorité du temps, lipidique ou oxidique. Et ça va être donc une suite de molécules chimiques. Cette grosse molécule, cette protéine, par exemple, une suite d'acides aminés. Et des fois, il y a des séquences d'acides aminés qui se retrouvent dans cette protéine-là. Et dans cette protéine-là, il y a la même séquence d'acides aminés. Donc, l'anticorps qui reconnaît cette séquence d'acides aminés, il va pouvoir reconnaître cet antigène, Y comme l'antigène X. En fait, il n'est pas spécifique d'une certaine protéine. Il est spécifique de l'épitope, mais pas de l'antigène. L'anticorps, on va lui définir deux fragments. Un fragment Fab qui va être variable et un fragment FC pour cristallisable qui lui va être constant. Le fragment FAB va pouvoir se lier, c'est la partie qui va se lier à l'antigène. Il est donc l'anticorps, il est divalent, il a deux sites de liaison à l'antigène. Ça c'est ce qui va se varier chez les différents anticorps, qui va permettre à l'unité de reconnaître tout plein d'épitopes différents. On fabrique qu'une seule fois la partie basse, mais la partie haute, FAB, on la varie. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, le fragment FC, chez les souris, ça va être à peu près le même dans tous leurs anticorps. Et donc, dans chaque espèce, a à peu près un fragment FC qui lui est propre. Et on peut les exploiter. C'est ce qui permet, dans certaines techniques, on va fixer un premier anticorps spécifique de l'antigène qu'on veut, et un anticorps humain. Et ensuite, avec un anticorps anti-humain, on va fixer le fragment FC avec un autre anticorps qui est fixé à une enzyme. Et donc, le fragment FAB, il est constitué de chaînes légères, tandis que le fragment FC cristallisable, elle est constituée de chaînes lourdes. Et il y a des ponts d'issue entre les différentes chaînes pour fixer les. On va définir aussi différentes classes, différents isotypes, en fonction du nombre de paratopes. Donc, les paratopes, c'est une immunoglobuline va avoir différents endroits où elle peut lier. Donc, on a celles qui sont monomériques, c'est les IgG, IgA, IgE, IgD. Monomérique, c'est-à-dire qu'il y aura deux paratopes, mais on va dire qu'ils sont divalents. Ça veut dire. Et il y a des IgA qui peuvent par contre être dimériques. En fixant les deux fragments FC, elles vont donc devenir tétravalentes en pouvant lier à 4 endroits. Et la dernière, c'est les IgM qui, elles, sont pentamériques. C'est un peu les gros mastodontes. Quand elles se lient entre elles, quand les anticorps se lient entre eux, ça forme un glomérat qui va être décavalent avec 5 anticorps et donc 10 sites de liaison. 10 paratopes. Donc, pour l'immunotransfert ou le Western blot, c'est une technique semi-quantitative. On va voir sur l'intensité à la fin des tâches s'il y a plus ou moins de protéines. Il y a besoin de faire un contrôle, forcément. Et on va vérifier s'il y a telle ou telle protéine qu'on recherche dans le sérum, dans la solution qu'on a pris au départ. Et, et ce qui est important ici, c'est que comme on a une étape de dénaturation pour l'immunotransfert et le Western blot, il y a une dénaturation par le SDS page, donc on reconnaît que des épitopes séquentiels. On peut l'appeler immuno-entrante aussi, pour les blocs, on peut l'appeler
Si vous voulez un peu de temps pour noter des trucs, vous me le dites aussi, hein, de ralentir. Je sais pas, je vous vois noter. Le Japon, il sera disponible parce que tu vas lui prévenir ce soir. Alors, premier QCM, là, il y aura des mots compliqués. Donc, QCM 1, issu de l'annuaire Purpan 2016-2017. L'encéphalite limbique est une maladie auto-immune du système nerveux central, caractérisée par la présence d'auto-anticorps dans le liquide céphalorachidien des patients. Vous avez identifié deux patients, A et B, pour lesquels vous avez obtenu du LCR, respectivement du LCR A et LCR B. Vous cherchez à identifier la cible antigénique de ces auto-anticorps. Donc, première expérience en immunofluorescence indirecte sur des cryocoupes de cerveau humain. Vous obtenez un marquage cytoplasmique des cellules nerveuses identique entre les deux LCR. Et en immunotransfert, on a le résultat ci-contre. On purifie ensuite les IgG totales, donc on vient de voir qu'elles sont monomériques et divalentes de chacun des LCR, puis on réalise une immunoprécipitation à partir des extraits protéiques solubles de tissu cérébral humain. Il y a beaucoup de blabla, il faut essayer de trier. Vous analysez les immunoprécipités afin d'identifier les protéines constitutives et vous identifiez dans les deux cas une protéine unique AK5, qui est une protéine cytosolique fortement exprimée dans le cerveau et qui possède un poids moléculaire de 70 kilodaltons. Donc, le premier item, ces résultats vous permettent d'affirmer que les auto-anticorps présents dans chacun des LCR A et B reconnaissent au moins un épitope séquentiel. Moi, je vous propose qu'on parte, on fasse un petit serpentin et vous répondez chacun un item. Ça vous va ou pas? Ou vous voulez participer à la main? Qui veut participer à la main? Qui veut faire serpentin? Bon, bah, à la main. Donc, qui est partant pour faire le QCM? Ouais. Comment? Pourquoi? Ouais. Ouais. C'est ça. Voilà, donc l'immunotransfert, c'est dénaturant, donc on connaît les épitopes que séquentiels. Ensuite, item B, ces résultats vous permettent d'affirmer que les auto-anticorps présents dans le LCR-A reconnaissent les mêmes épitopes que ceux du LCR-B. Ouais? Pourquoi? Ça ne permet pas d'affirmer Ouais. que c'est les mêmes anticorps qui sont reconnus. Oui, sur la protéine qui est reconnue là, c'est la même protéine, mais les deux auto-anticorps, ils ne reconnaissent pas forcément le même endroit. Ensuite, ces résultats vous permettent d'affirmer que les auto-anticorps présents dans chacun des LCR A et B reconnaissent au moins un épitope conformationnel sur la K5. Ouais, C'est cool parce que c'est pas tout le temps. Parce que la stage, c'est ça. Ensuite, le point isoélectrique du ou des antigènes cibles pourra être précisé après séparation bidimensionnelle d'un extrait protéique soluble de tissu cérébral, puis analyse de celui-ci par immunotransfert. Vous arrivez à vous représenter. On va d'abord faire une séparation bidimensionnelle. Donc, on va noter en fonction du pH, les protéines vont migrer plus ou moins loin, elles vont migrer jusqu'à leur PI. Et ensuite, on fait une analyse par immunotransfert. Il y a rien qui cloche dans cette phrase. Ouais. Et le PHI, ça sera pendant l'expérience qu'on le retrouvera. La protéine, elle migre toute seule dessus. Ben voilà. L'œil n'était pas piégeux. Et ensuite, vous pouvez purifier le ou les antigènes cibles par dot blot à partir d'un extrait protéique total de cerveau. Ouais. Euh,
C'est pas sur le liquide qu'on joue là. C'est sur le dot biot. Parce que on veut purifier des antigènes par un dot biot. C'est possible, ça? Euh, ça serait bien de rechercher. Mais c'est pas ça le problème, c'est que juste avec un dot biot, si tu mets ton extrait protéique dedans, en fait, tu vas pas pouvoir purifier la protéine parce que tu veux juste voir. Dot biot, c'est semi-quantitatif. C'est là où tu vas aussi avoir l'intensité qui va augmenter avec la concentration quand tu révèles les protéines dedans. Mais tu sais pas ce que tu révèles du tout, c'est pas du tout pur. Ouais. Et, donc, il y en a, ils nous disent en visio qu'ils ne entendent pas les questions que tout le monde pose. Donc, peut-être tu peux répéter la Ouais, question. t'as raison. On va répéter les questions quand on y répond. Et il y avait une question, c'était est-ce que les dot blots font partie des immunotransferts? Et le terme de transfert fait partie du fait qu'on transfère les protéines sur une membrane de nitrocellulose. S'il y a une Transfert, étape de transfert. transfert, c'est qu'on va les récupérer de la solution d'abord. On les récupère de la solution. C'est ce que j'allais chercher dans la. Donc, l'option 2, on veut confirmer que l'antigène est cytosolique, des auto-anticorps présents dans le LCR-A et le LCR-B. Pour cela, on possède un anticorps monoclonal de souris AK5 humaine parfaitement caractérisé, ainsi que tous les anticorps marqués ou non marqués. Oui, donc on veut confirmer que l'AK5 est bien la cible antigénique cytosolique des anticorps présents dans le LCR-A et le LCR-B. Cet anticorps monoclonal AK5 et on a cet anticorps monoclonal AK5 et on a tous les anticorps marqués ou non marqués nécessaires aux expérimentations. Ça veut pas dire, enfin, ça ne nous dit pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est surtout de retenir qu'on a un anticorps monoclonal. Par des techniques de biologie moléculaire, vous faites exprimer ou non par un vecteur vide, on ne peut pas exprimer AK5 par une lignée cellulaire C qui ne l'exprime pas spontanément. Les cellules C seront notées respectivement AK5+ et AK5-. On possède aussi une AK5 recombinante humaine pure qui va nous permettre de purifier les auto-anticorps présents dans les deux LCR par chromatographie d'affinité. On utilise les anticorps purifiés, mais aussi le LCR-A non retenu par la colonne, le LCR-A déplété. Là-dedans, peut-être on va faire un point sur ce qu'on a dans ce qu'ils nous disent. D'abord, on a un anticorps monoclonal anti-AK5 humaine. On va faire exprimer ou non cet AK5 par une ligne cellulaire, on s'en fiche. Et on a une AK5 recombinante pure qu'on va utiliser dans une chromatographie d'affinité. Ça vous rappelle ce que c'est? Qui va nous permettre de conserver accroché à la chromatographie d'affinité les auto-anticorps des deux LCR. Et ensuite, on va utiliser les anticorps purifiés et ainsi que tout ce qu'on a récupéré en nettoyant. Le LCR ADPT. Item A. On a l'AK5 est un antigène cible des auto-anticorps présents dans le LCR1. Quelqu'un veut répondre? Oui. Alors, oui, l'AK5 est un antigène cible des auto-anticorps. Donc oui, on voit juste que dans l'immunotransfert, il y a une bande qui apparaît. Ça montre bien qu'il y a une liaison entre les anticorps de LCR-A et AK5. On entend pas? Le micro, il est sur le PC. Donc, si tu Voilà. Ouais. Ce que nous, c'était le LCRA DPT. Je n'ai pas compris. Parce que du coup,
si LCRA est la cible de la K5, normalement, il y a tout qui serait fixé sur la K5. Après là, il y a une partie de LCRA qui est partie, qui ne s'est pas accrochée, donc c'est parce qu'il y en a trop. Il y a une partie qui s'est accrochée à la En fait, le LCRA, c'est le liquide céphalorachidien, c'est la solution initiale dans laquelle tu as un antigène, AK5, qui est, qui est dans le cytosol de chaque cellule. On va lyser toutes les cellules du liquide. On va donc avoir toutes les protéines qui sont dans un mélange. On va faire cette chromatographie d'affinité en passant dans un tube dans lequel il y a des anticorps qui vont, eux, fixer l'antigène AK5. Ensuite, on va laisser tomber le LCRA, la solution, et on va conserver finalement que cet antigène AK5 pour pouvoir ensuite étudier l'expression ou non dans les cellules. K5 se trouve dans la Oui, AK5, c'est un antigène dans le LCRA. Moi, je n'ai toujours pas compris le LCRA détecté. C'est quoi le but? Le but, c'est de voir si la cible des auto-anticorps, c'est seulement AK5 ou c'est d'autres choses. En fait, on a un anticorps, on sait qu'il va fixer AK5. Donc, on va le mettre sur la chromatographie d'affinité. On est sûr que donc tout AK5 est fixé. Ensuite, ça tombe dans un LISA. On a toutes les autres protéines sauf AK5. On va, c'est ça. Et on va voir si les auto-anticorps ils vont fixer ou non. Et là, on voit bien que quand le LCRA il est parti, enfin, quand il n'y a pas de AK5, on n'a aucun marquage. C'est-à-dire qu'il se fixe à aucune autre protéine que AK5. Par immunotransfert, avec une protéine recombinante, vous pouvez vérifier que les auto-anticorps présents dans le LCR des patients reconnaissent un ou des épisodes séquentiels portés par AK5. Quelqu'un veut répondre? Tu veux répondre? Alors, oui, on peut, parce que l'immunotransfert, ben, c'est une technique, comme on l'a dit tout à l'heure, dénaturante. Donc, les épitopes séquentiels vont être conservés dans AK5. La réponse aurait été fausse si on parlait d'épitopes conformationnels. En immunofluorescence indirecte, sur des cryocoupes de cerveau, donc ce dont on nous a parlé au tout début, vous pourriez déterminer grâce à un double marquage que les cellules reconnues par les auto-anticorps présents dans le LCR et par l'anticorps monoclonal anti-AK5 sont les mêmes. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Il faut pourquoi? Ne peut pas être les deux anticorps ne peuvent pas reconnaître la même chose. Alors, si tu peux passer. En fait, est-ce que vous vous rappelez en biologie cellulaire, quand on faisait des marquages de colocalisation, on marquait avec deux anticorps colorés différemment. Donc là, on va essayer de voir si les cellules reconnues par les auto-anticorps présents dans le SCR et par l'anticorps monoclonal anti-AK5 sont les mêmes. Donc, on va fixer premièrement des cellules avec l'auto-anticorps qui sont dans le LCR des gens malades. Donc, on fixe premièrement, on a une réaction, par exemple, on a du bleu. Et ensuite, on va mettre l'anticorps monoclonal anti-AK5. On aura du rouge et on va avoir du violet par mélange des deux lorsque les cellules fixées sont les mêmes. Tandis que si les cellules fixées n'étaient pas les mêmes, on aurait dans un coin du bleu, dans un coin du rouge, et ce serait complètement séparé. C'est bon? Je répète. Donc, on a une cryocoupe. Donc, on a fait une lamelle de notre cerveau. On va utiliser une immunofluorescence. Donc, on va faire donc deux anticorps, c'est-à-dire un premier anticorps qui sera notre auto-anticorps dans le LCR. Il va venir se fixer. On va mettre un deuxième anticorps contre le FC qui lui sera luminescent en bleu, par exemple. D'accord? Donc là, il va marquer un certain type de cellule. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est si l'anticorps monoclonal anti-AK5 fixe les mêmes cellules. Donc, on va mettre aussi un anticorps monoclonal. Il va se fixer aux cellules où il y a son épitope. On va mettre un second anticorps, parce que c'est indirect, qui va exprimer une lumière qui sera rouge, par exemple. Et si ils ont fixé tous les deux la même cellule,
on aura du bleu et du rouge au même endroit, on aura du violet. Si par contre, il fixe des cellules différentes, l'anticorps monoclonal, ça vous dérange si j'appelle ça MAB, tout, parce que c'est long. MAB. Le MAB, il sera fixé sur une cellule, dans un point de la cryocoupe, ce sera du rouge, et l'auto-anticorps sera fixé à un autre endroit, on aura du bleu. C'est bien clair? Oui, donc, d'habitude, les anticorps, on fait du marquage éventuel un anticorps et un anti-anticorps qui ne peut pas être le même, qui ne peut pas être la même chose. Oui, donc le deuxième sera par exemple là, on aura un anticorps monoclonal. Justement, on a dit tout à l'heure, l'anticorps monoclonal, c'est un anticorps de souris. Et là, c'est un anticorps humain. C'est de gens qui sont malades. Ah non, de cellules C, mais qui sont des cellules humaines. Donc, le fragment AFC sera un fragment AFC humain. Et là, ce sera un fragment AFC murin. Donc, le deuxième anticorps sera un anticorps anti-murin et anti-humain. Donc, ils fixeront des anticorps différents. On pourra faire que le rouge, il aille se fixer, il soit anti-humain, donc il se fixe là, et le bleu, il soit anti-murin, donc il se fixe que sur l'anticorps monoclonal. Du coup, parce que les deux cycles sont les mêmes anticorps, et chacun avec leur différence, ça peut pas être possible. Il se fixe pas sur le même anticorps, il se fixe sur la même cellule. Euh, oui. Mais en fait, du coup, un anticorps fonctionnel, c'est un anticorps. En fait, par rapport à un anticorps chimique. C'est pas la question. Qui est obtenu à partir d'une culture de cellules qui est pure. Donc, c'est le même anticorps. En fait, tu as tes plasmocytes et tes lymphocytes B. Chacun va produire un certain type d'anticorps spécifique, ce qui va permettre de cibler différents pathogènes, plein de pathogènes différents. Et on va utiliser un plasmocyte, on va le faire cloner plein de fois. Comme ça, on est sûr que tous sont les mêmes et vont produire les mêmes anticorps. Et donc, on sait que cet anticorps, il fixe cet antigène. Tandis que dans un sérum, on a plein de lymphocytes différents, de lymphocytes B, qui vont produire plein d'anticorps qui sont tous différents et qui fixent parfois le même antigène. Ils vont fixer d'autres endroits de l'antigène. Ok. Mais du coup, par rapport à ce par rapport à un anticorps qui pas un humain et l'autre, ça veut dire. Un anticorps humain, c'est un anticorps qu'on a tous. Donc, les auto-anticorps là dans le LCR, c'est des auto-anticorps humains. Et si on, en fait, ce qu'on fait, c'est que comme ça coûte cher de faire un auto-anticorps humain sur lequel on fait directement une réaction, on prend on prend un anticorps humain et on rajoute un anticorps de souris qui reconnaît les anticorps humains. Et sur celui-là, on sait déjà faire la réaction. Comme ça, alors, on peut faire plein d'expériences avec les mêmes anticorps de souris et il y a juste besoin de trouver des anticorps humains. La D, un ELISpot réalisé avec des cellules AK5 positives et les deux LCR nous permettrait d'affirmer que les auto-anticorps reconnaissent la protéine AK5 positive. AK5. Quelqu'un veut répondre? Oui. Non, parce que la méthode, c'est que mélanger les. On ne peut pas faire une régulation. Exactement. Et l'ELISpot, ça permet de faire une numération et pas de savoir si ça reconnaît tel ou tel antigène. Ça permet de quantifier les cellules qui vont sécréter cet antigène dans le milieu. Après, c'est pas une quantification aussi précise que dans la cytométrie. Oui. C'est plutôt qualitatif. Alors, on peut compter les points sur les spots, c'est ça qui est quantitatif. L'abolition avec le LCR-A déplété du marquage préalablement observé en immunofluorescence indirecte sur les coupes de cerveau humain avec le LCR-A permettrait de confirmer que l'antigène cible est bien AK5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? C'est par rapport à ta question que tu as posée tout à l'heure en bleu. Ça, c'est en rapport avec la question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un qui veut répondre, peut-être? Oui?
Comme quand on a développé le LCRA, on n'a plus d'anticorps dedans, donc il n'y a plus d'anticorps. Avec TEC, on a vu que les cellules reconnues par les auto-anticorps dans les LCR et les cellules reconnues par les anticorps monoclonaux anti-AK5, c'était les mêmes. Et donc, si on n'a plus de fluorescence avec un LCR sans auto-anticorps, on sait que c'est que l'auto-anticorps reconnu AK5. Un petit mot sur les techniques. Donc, technique ELISA, on va avoir deux types, les quantitatives et la numération. La numération, donc, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ELISpot. Donc, on les a dans notre petit niche là, et on va s'amuser à compter le nombre de points qui est formé, et chaque point, ça correspond à une cellule sécrétrice. Pour le dosage d'anticorps, c'est un ELISA indirect. C'est-à-dire qu'on prend un antigène qu'on prend et ensuite c'est l'anticorps qui va se fixer qu'on va doser avec un autre anticorps qui fait une réaction. Donc là, c'est quantitatif et c'est sur la densité optique, donc sur l'intensité de la coloration du Petri dish à la fin de l'expérience. Et ELISA sandwich, c'est pareil que l'anticorps, mais avec l'antigène. Une question par rapport aux techniques ou pas? Non, c'est bon. QCM3, on va chercher à caractériser les épitopes reconnus par les auto-anticorps anti-AK5. On reste toujours sur ce sujet, présents chez chacun des patients. L'AK5 présente un domaine fonctionnel localisé sur la portion de la protéine qui s'étend de l'acide aminé 378 à l'acide aminé 500. Ça nous dit qu'il y a un endroit fonctionnel sur cette protéine. Ça va plus nous emmêler qu'autre chose. À partir de lymphocytes périphériques de vos deux patients, on a produit des auto-anticorps monoclonaux humains. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, on a un lymphocyte B, on va le faire cloner et il va produire plein d'anticorps monoclonaux qui seront toujours les mêmes. Donc, chaque lymphocyte B va produire un anticorps monoclonal qu'on va appeler hétérohybridome. Est-ce que vous voulez qu'on définisse hétérohybridome? Un hybridome, c'est quand donc il y a le lymphocyte B, on l'a fait cloner, sauf qu'il n'a pas une durée de vie éternelle. On va le faire fusionner avec une cellule de myélome, donc un cancer des cellules de la moelle, là où les lymphocytes sont créés. Ce qui va faire qu'un cancer, ça a une durée de vie illimitée. Donc, ce qui va faire qu'on va avoir des lymphocytes B à durée de vie limitée qui vont produire des anticorps tout le temps, et on va avoir une source d'anticorps permanente. C'est bon? Et donc, hétéro, parce qu'on a plusieurs lymphocytes B, on a un clone, on a une série de clones A1 et une série de clones A2. Ils vont pas avoir de questions sur ça. Enfin, genre, Non, juste mais pour le sujet. c'est juste pour le sujet. Ah, ça, Ouais, c'est ouais, juste voilà. pour que quand vous voyez hétérohybridome, vous dites pas, enfin, ça vous perturbe pas. Même moi, dans beaucoup de QCM, vous allez avoir des noms un peu barbares comme ça qui vont vous effrayer, mais genre, faut pas vous arrêter là. Là, c'est juste pour Enfin, que vous compreniez le Ouais. sujet là, maintenant. On s'en Le fout. but des infos, c'est de pouvoir analyser la figure qui suit. Donc, vous passez vite fait sur l'énoncé, vous regardez la figure après, et ensuite, vous regardez dans l'énoncé, ah, donc ça c'était important, ça c'était important. Ouais. exactement. Et comme ça, vous avez une vision claire de. Et à force, vous allez apprendre à faire le tri des informations. C'est que ça qui est souvent chiant en recherche, c'est que vous avez des gros pavés, mais au final, on vous interroge sur une toute petite partie quoi, de l'énoncé et des schémas. Quoi. Donc vas-y, pardon, Oui. continue. Donc là, ben, vous allez voir totalement, on va faire un repassage sur l'énoncé pour voir ce qui est utile. Issu du patient, donc patient A, on a des clones A1, A2, trois clones issus du patient B, B1, B2, B3. Et on va tester AK5 sur les portions N terminales et sur la portion C terminale de la protéine. Donc respectivement, N terminal, ça va être AK5 de 1 à 350 acides aminés. Et C terminal, ça va être AK5 sur les parties 351 à 550 acides aminés. On obtient les résultats suivants. En immunotransfert sur AK5, on a ce schéma-là. En ELISA indirect,
on a une telle densité optique qui est présentée. Bon, là, on a ça. On va aller voir les QCM. Qu'est-ce qu'ils nous présentent? Là, A. Les deux patients possèdent des lymphocytes capables de générer des auto-anticorps dirigés contre plusieurs épitopes portés par AK5. Quelqu'un veut répondre? D'abord, pour analyser la figure. Donc, à gauche, on a l'immunotransfert. L'immunotransfert, c'est par le standard sur AK5 et les fragments. Donc, on voit que on ne va pas arriver à pêcher le fragment B2 chez le patient B. Donc, on ne retrouve pas l'épitope reconnu par l'auto-anticorps, il ne sera pas sur le B2. Et pour AK5 de 1 à 350, là, c'est A1 et B1 qui vont reconnaître. Pour AK5 de 350 à 550, c'est A2 et B3 qui vont reconnaître. Et en ELISA indirect, on dose l'anticorps. On dose l'anticorps. Sur AK5, tous ces fragments. ELISA indirect, la densité optique, on va avoir, ça c'est plus un contrôle. On va avoir autant de fragments d'AK5 dans tous les petits riches, alors qu'on va en avoir beaucoup, alors qu'on n'empêchera pas en A2, B2 et B3 pour la portion N terminale, alors que la portion C terminale, on retrouve A2, B2 et B3. Selon la répartition. Donc, pour la question, l'item A, quelqu'un veut répondre? Alors, c'est vrai parce qu'on va pouvoir voir qu'il y a des anticorps qui vont viser la partie N-terminale et de AK5, alors que d'autres vont viser la partie C-terminale. Donc, ils visent au moins deux épitopes à chaque fois. Donc, le deuxième, on voit que avec l'auto-anticorps, on va pouvoir avoir un épitope en N-terminale milieu qui va être reconnu sur A1 et B1, et on en aura aussi un en C terminal sur A2 et B3. Donc chaque auto-anticorps, chaque patient peut faire des auto-anticorps qui vont sur plusieurs épitopes d'AK5. C'est bon, ça? Ouais. La densité. C'est fonctionnel. Ce que ça mesure la densité optique, c'est La densité optique, c'est l'intensité, c'est pareil que du sirop de vanille. S'il y a beaucoup de sirop, c'est hyper sombre. Et s'il n'y a pas beaucoup de sirop, c'est clair. Et donc, si c'est sombre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de protéines. C'est des protéines qu'on reconnaît avec le transport. Et A1 et B1 reconnaissent le même épitope. Tout à l'heure, on a répondu à cette question. Oui. Alors, bon, c'est pas grave. C'est faux, parce qu'en fait, on peut pas vraiment, tu peux passer. On peut pas vraiment savoir s'ils reconnaissent le même épitope. On peut savoir qu'ils reconnaissent sûrement, peut-être la même protéine, parce qui fait 45 kilodalton. Ils reconnaissent une protéine au même poids moléculaire, mais encore, on ne sait pas parce qu'on n'a pas séparé par électrophorèse et tout ça. Mais par contre, on ne sait pas s'ils reconnaissent, bon, oui, c'est sûr qu'ils reconnaissent la même protéine, mais on ne sait pas s'ils reconnaissent au même endroit. 45 kilodalton, on peut supposer que c'est la taille de la protéine quand elle a 350 acides aminés. Comme c'est deux patients différents, je pense que très infime qui expriment deux fois le même auto-anticorps. B2 et B3 reconnaissent des épitopes différents. Assez. Et malheureusement, c'est vrai. Parce qu'on va avoir ici, donc, pour le patient B, les anticorps du patient B, on va avoir en B1 un marquage sur la première partie de la protéine. En B3, B3 va marquer la deuxième partie de la protéine, mais c'est en condition dénaturante parce qu'on a un immunotransfert, un SDS page.
Ça veut dire que peut-être on a fait disparaître les épitopes conformationnels. On voit que B2, il marque rien de la protéine. Alors que c'est quand même un auto-anticorps, il est quand même censé la marquer. Et par contre, en ELISA L-direct, qui est une technique non dénaturante, on va avoir un marquage en B2 qui est assez intense, aussi intense que B3. Et au niveau de la partie terminale, c'est terminale de AK5. fait, ouais. En fait, avec l'immunotransfert, tu vas vérifier les épitopes séquentiels. Et nous, derrière, on fait un ELISA indirect pour voir quels anticorps sont reconnus, quels anticorps reconnaissent quel antigène. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une information qui est manquante avec l'immunotransfert et qu'on retrouve dans l'ELISA indirect. C'est pour le B2. Donc, l'auto-anticorps ici va reconnaître une portion en C-terminal, on a dit. Et on ne la voit pas sur l'immunotransfert parce que c'est un anticorps conformationnel qui est reconnu. Et donc, en ELISA indirect, il n'y a pas le SDA dénaturant alors qu'on peut utiliser. Oui, Non, c'est vraiment différent. on ne sait pas si c'est vraiment. Voilà, c'est des épitopes différents dans le sens qu'il y en a un, celui de B3 qui est séquentiel et celui de B2 qui est Donc, conformationnel. ouais, on est sûr que le B2 il est conformationnel et que le B3 il est séquentiel. Ça a été un peu le clone B2 reconnaît un épitope conformationnel sur AK5 de 1 à 350 acides aminés. Quelqu'un veut répondre? Alors là, il faut lire jusqu'au bout. L'endroit où on voit que B2 fixe, c'est sur la partie 351 à 750 acides aminés. C'est un petit piège. Ouais, c'est. Ensuite, item 2, seul le clone B3 reconnaît le domaine fonctionnel de la protéine. Le domaine fonctionnel de la protéine, c'est quoi? Le domaine fonctionnel de la protéine, c'était ce qu'ils l'ont dit au tout début, c'est 378. Ah merde. Donc le B3, il reconnaît d'après l'immunotransfert, le troisième immunotransfert, il va reconnaître bien en 350 et 550. Et le domaine fonctionnel, on a dit qu'il était. Attention. Vous l'avez ou pas? Bon. C'est bon. 500. Bah, du coup, c'est. Alors, parce que, en fait, Seul le clone B3, c'est pas que le clone B3. Le clone B3, il est reconnaît, mais on voit aussi. Ici, on a le clone A2 sur le troisième immunotransfert qui reconnaît. Et si on fait l'ELISA indirect, on vérifie que les épitopes conformationnels aussi qui sont reconnus. Et donc, sur le dernier Western blot, on va voir à la fois que A2, B2 et B3 sont reconnus par, au niveau C-terminal. Donc, bien la partie. oui. C'est d'après l'ANOC. Vous nous entendez mieux avec l'audio ici? En fait, j'avais la bonne réponse, mais en soi, on peut se tromper un peu parce qu'on voit qu'il y a quand même du B2 qui est c'est négligeable, mais il est quand même là. Oui, c'est fait exprès pour vous voyez que Je sais pas qu'il y avait. Il y a des choses à dire qu'il y avait quand même des trucs. Ah. Il ne faudrait pas faire errata sur ça parce que tu vas dire. Non, il y aura pas ça sur ça, il n'y a pas d'errata. Oui, même s'il met la réponse contraire, on va dire qu'il est temps là. Ouais, mais c'est faux et c'est bien faux. après, on n'a pas d'étoiles significatives non plus. C'est une annale de 2016. C'est pas. Je dis ça, mais quand même, la réponse contraire ne sera pas que Oui. Après, faut bien penser à. Quand vous répondez au QCM, il faut se dire qu'est-ce qu'ils veulent que je repère, qu'est-ce qui est intéressant à étudier. Donc, des fois, tu mets des trucs à contre-cœur, mais c'est ce qu'ils attendent. Oui, donc là, ce qui était faux, c'était la partie seule, parce qu'il y avait d'autres anticorps qui reconnaissaient le domaine fonctionnel. Maintenant, on va voir d'autres techniques. La cytométrie en flux, donc c'est une méthode de comptage, tout simplement.
on sépare en fonction des antigènes présents les cellules de notre solution. Donc d'abord, on perméabilise la membrane pour pouvoir marquer les antigènes par des fluorochromes. Et donc les cellules, elles vont avoir une couleur différente. Et ça, on peut les séparer, les trier selon la fluorescence, la taille et la granulosité. L'immunoprécipitation, donc voilà, faut être dans la zone d'équivalence, c'est-à-dire il faut avoir une certaine quantité d'antigènes solubles dans la solution et une certaine quantité d'anticorps précipitants. Et c'est là où on va former des agrégats qui vont pouvoir précipiter. Et donc quand ils précipitent, on peut les récupérer de la solution et les étudier. Et antigène soluble. C'est quoi les antigènes solubles? Antigène soluble, qu'est-ce qu'un antigène soluble? C'est l'antigène de base. En fait, ce qu'on fait quand on fait l'immunoprécipitation, on va faire un précipité grâce aux antigènes. Et ce précipité, c'est celui-là qu'on peut récupérer et étudier après, faire un western blot, faire toutes sortes de petites expériences hyper fun. Tu vois ce que c'est? Le fait que l'anticorps vienne se fixer à l'antigène, ça va faire que, comme les IgM tout à l'heure, ils font une grosse boule et ça fait un précipité qu'on va pouvoir récupérer. C'est ça qu'on appelle. Et dans le Il précipité, devient on n'a insoluble. pas que la protéine qu'on a reconnue. On va avoir tout ce qui est attaché avec. Donc, toutes les petites protéines qui sont attachées avec, comme on n'a pas de conditions dénaturantes, hein, c'est juste nos anticorps précipitants, on va à la fois prendre la protéine et tout ce qui est avec. Et donc, on va pouvoir étudier l'interaction, mais ça sera difficile de déterminer si l'interaction d'une protéine, elle est directe, parce que des fois, c'est des chaînes de 15 molécules que tu peux prendre. Il y en a un qui demande d'expliquer comment analyser les graphiques de cytométrie en flux. Donc, je suis en train de chercher un graphique et on le montrera après. Je te laisse continuer. Ouais. Ouais, c'est ça. On va récupérer ce qui nous intéresse du cerveau. Mais c'est pas forcément purifié parce qu'il y a des interactions. Donc, on fait une co-immunoprécipitation, ça peut permettre de savoir si telle molécule, elle a une liaison souvent, tu vas pas pouvoir déterminer si elle est directe, tu vas déterminer qu'il y a une liaison directe ou indirecte de la protéine avec une autre protéine. Une co-immunoprécipitation, c'est juste que quand on a notre anticorps qui va faire notre précipité, ensuite on peut étudier s'il n'y a pas d'autres protéines qu'on a pêché avec. Et c'est pour ça qu'on dit co-immunoprécipitation. Par exemple, tu fais un western blot et là tu vas reconnaître, tu vas avoir des anticorps spécifiques qui vont reconnaître telle protéine. Et si après la co-immunoprécipitation, tu reconnais les deux, tu vas avoir tes deux tâches enfin, pas au même endroit, mais dans le même western blot. Et comme tu as tes deux tâches dans le même western blot après ta co-immunoprécipitation, tu en déduis que le complexe que tu as pêché avec ta co-immunoprécipitation, il contient ces deux protéines. Donc, ces deux protéines, elles ont une liaison indirecte. Et directe, il faut faire d'autres expériences. Ouais. La co-immunoprécipitation, c'est juste pour faire des interactions. Ouais, c'est ça. C'est la co-immunoprécipitation. On va pouvoir étudier ensuite les western blots. Par des western blots, quelle protéine on a pêché dans le complexe. Donc, petit QCM sur les groupes sanguins. On veut connaître le groupe sanguin des patients X et Y. On a leurs globules rouges sur une nappe et on les incube avec des IgM contre les antigènes A, B et AB. Après une minute, on a ces résultats. Patient X, patient Y. L'interaction des anti-AB avec les globules rouges de l'individu X s'accompagne d'une réaction d'immunoprécipitation.
C'est ça. Bien vu. Donc, on a, on, c'est une agglutination parce que là, on est sur des globules rouges. Et donc, c'est les cellules qui vont s'agglutiner, c'est pas les molécules qui vont précipiter. Quand c'est les cellules, on dit agglutiner, et quand c'est les molécules, on dit précipiter. Le B, quels que soient les anticorps utilisés, les globules rouges de l'individu Y sont lysés par activation du complément. Ouais, parce que là, il n'y a pas, on n'a pas parlé. Bah, déjà, oui, on reconnaît pas les cellules, les globules rouges de Y, donc ça apparaît pas parce que c'est lysé, mais parce que c'est pas reconnu. Et si Oui. on met en complément, du coup, Si on met un complément, on ne pourrait pas tuer les cellules du patient Y parce qu'elles ne sont pas reconnues dans tous les cas. c'est les patients. Et le patient X, si on met un complément avec l'anti-A, ben, on va tuer toutes les cellules. Les anti-A induisent l'immunoagglutination des globules rouges du patient X. Oui. Cette expérience montre que l'individu X est de groupe A. Attends. On voit l'agglutination donc en groupe A, mais aussi attends. L'agglutination en groupe AB, parce qu'il présente A et ça suffit pour faire une agglutination. Voilà, c'est ça. Cette expérience montre que l'individu Y est de groupe AB. Oui, donc l'Y, avec un anti-A, un anti-B, on ne reconnaît ni l'antigène A ni l'antigène B. Et avec l'AB, on ne reconnaît rien du tout, donc il est forcément groupe O. Il y a une question qui a été posée sur la visio. Juste, on va y répondre et donc on va envoyer un post sur le forum auquel j'avais répondu. J'avais donné des graphiques de cytométrie en flux. Alors, si vous voulez chercher. Quoi. C'est génial. Si, génial, il voit tout de. Ouais. Ouais. Un complément, c'est une molécule que tu peux ajouter dans ta solution et qui, quand un anticorps reconnaît un antigène exprimé à la surface d'une cellule, si tu ajoutes le complément en plus, ça va induire la lyse cellulaire. C'est ce que le complément. Donc ça, c'est un graphique de cytométrie en flux. Et donc, on a repéré, sur l'axe X et Y, on va avoir soit une certaine fluorescence, soit une autre. La fluorescence, c'est celle qu'on a donnée aux cellules en faisant la perméabilisation et en leur donnant un petit anticorps qui reconnaît un antigène et qui a une certaine couleur. Et ensuite, on les a triées. Et donc, on va pouvoir étudier celles qui sont en bas à gauche. Elles n'ont ni l'antigène couplé à la fluorescence sur l'axe Y, ni l'antigène couplé à la fluorescence sur l'axe X. Et donc, et celles en haut à droite, au contraire, elles ont les deux antigènes. Et si vous connaissez que tel antigène il est spécifique d'une certaine cellule, vous pouvez en déduire que ici, ça va être par exemple des CD4, enfin que en haut à droite, c'est des CD4, en bas à gauche, c'est des cellules immunitaires qui n'ont pas l'antigène. En fait, on pourrait avoir à la place du TNF marqué CD3, à la place de interféron gamma CD4, et ça, ce serait des lymphocytes CD4, et ça, ce serait des lymphocytes simples qui expriment CD3. Et cette barre-là vous permet d'exclure ce qui est en dessous ou d'exclure ce qui est sur le côté. C'est comme ça qu'on l'analyse. Ouais.
Dans dans le, dans les messages, tu peux me dire si c'est compréhensible. Oui. Donc, Qu'est-ce qu'il y a Vas-y, c'est bon, il m'a répondu oui. le petit carré, c'est pas le témoin. C'est des cellules qui n'ont ni l'antigène. Pardon? En général. Oui, c'est toutes les autres cellules qu'il y avait à la base dans ta solution, mais qui n'ont pas d'antigène qui a été reconnu par les anticorps que tu as marqué au phlebochronie. Ça peut être n'importe quoi. Ça dépend de ce que tu avais de base dans ton sérum. En fait, on fait des statistiques. Vous savez ce que vous faites en biostatistique pour savoir ce qui est significatif ou non. Et là, on fait ça pour savoir si telle ou telle partie du graphique est significative à interpréter. Donc, un petit peu d'homéostasie du cholestérol. Donc, pour l'hypercholestérolémie, on a une augmentation du taux de LDL cholestérol. C'est une erreur innée du métabolisme. Et les symptômes, ça va être l'hypercholestérolémie, d'exanthome, une maladie coronarienne prématurée. Et c'est plus important chez les patients homozygotes qu'hétérozygotes. L'exanthome, c'est ces petites bulles sur les articulations. Donc, ça peut toucher les hétérozygotes aussi. Ça touche les hétérozygotes, oui. C'est quoi en fait? Ça touche que les homozygotes. Ah, alors je crois pas parce que peut-être ou alors il y a une errata dans la correction. Enfin, dans hétérozygote, C'est plus tu vas grave. avoir. Oui, tu as une augmentation du taux de LDL cholestérol qui va être plus importante chez des hétérozygotes que chez des sujets sains. Mais chez des homozygotes, l'augmentation elle va être tellement énorme que. L'espérance de vie, ça, on s'en fout. Ouais. Là, il y a pour l'instant un QCM disant ah, mais c'est pas parce que donc c'est le en début, quoi. Oui, bon, si tu es homozygote, t'en as pas pour longtemps. Mais si tu es hétérozygote. Les homozygotes et chez les hétérozygotes. Ouais, Oui, c'est souvent ça, chez les. sont dans une maladie. oui, voilà. Bah oui, du coup, c'est pas la même. L'explication, c'est que tu as un gène, chacun porte un allèle. Oui, S'il y en a un, il y a l'allèle qui est c'est défectueux. génétique. Les deux produisent la protéine, en fait. Ouais. Donc, s'il y en a un qui produit, si l'homme, il est homozygote pour une protéine mauvaise, il va produire deux protéines mauvaises. Donc, c'est sûr qu'il aura beaucoup plus de problèmes, de mauvais récepteurs. Donc, ce que vous allez retrouver en QCM, pour le LDL récepteur, vous pouvez voir si l'allèle est absent, s'il n'est pas exprimé à la membrane, s'il lit mal les LDL, s'il est mal internalisé, s'il est mal recyclé. Il ne faut pas se dire que c'est que parce qu'il est mal internalisé, que parce qu'il lit mal les LDL. Il faudra toujours voir parce que ça peut être tous ces trucs. Donc, ce qui se passe dans cette maladie, on a la cellule qui capte moins les augmentations de la concentration en LDL et qui va continuer de produire le tien, par exemple. Donc ça favorise l'hypercholestérolémie. On peut étudier la liaison, l'internalisation et la métabolisation des LDL ou encore l'activité de la chaîne GCoA réductase ou synthétase pour étudier à quel niveau du LDL récepteur on a un problème. Pour ce qui est de la méthode de quand vous allez voir les QCM, on va souvent ce sera des graphiques. Donc ici, ça va être sur l'activité de la chaîne GCoA réductase. La chaîne GCoA réductase, c'est une étape clé dans la synthèse de cholestérol à partir d'acide mévalonique. Et donc, chez les homozygotes mutés, qu'on va retrouver tout en haut en blanc, enfin les points blancs, l'activité, elle est constante, peu importe la concentration de LDL, qui est modélisée par les lipoprotéines. Et donc, on en déduit que ce n'est pas un problème sur l'enzyme. L'enzyme, elle continue de fonctionner. Attendez. Alors, dans le premier graphique, on montre que lorsqu'on enlève les lipoprotéines qui sont présentes dans la cellule ou dans le sang, la HMG-CoA va se mettre à produire du cholestérol pour régulariser la quantité de cholestérol. Ici, on a l'activité de la HMG-CoAse. Tandis que chez l'homozygote,
euh, même avant qu'on enlève les protéines, enfin, qu'on enlève ou non les protéines, ça reste la même chose, les lipoprotéines. Et ensuite, quand on ajoute des LDL, donc quand on dit LDL, on suppose qu'il y a du cholestérol à l'intérieur, c'est chargé en cholestérol. Si on ajoute du LDL, donc on revient à un niveau de base normal, il n'y a plus la cellule n'est plus en famine de LDL, eh bien, lui, il va pas s'arrêter de produire des LDL, du cholestérol, tandis que si on met les LDL dans une cellule normale, l'activité de la HMG-CoA va diminuer et devenir normale. C'est ça. Et plus on en met, plus la chaîne du poids enfin, moins elle va produire de cholestérol, du coup. Et ça, le troisième tiré, en fait, c'est une expérience complémentaire qu'on a fait. On a ajouté du cholestérol non LDL directement dans la cellule et on a observé une baisse similaire à quand on ajoute du LDL simple sur des cellules normales. Donc, on en déduit que c'est pas au niveau de l'HMG-CoA réductase qu'on a un souci d'activité et que ça serait plutôt au niveau du récepteur qui va peut-être moins bien lier le LDL, moins bien internaliser, et donc que la régulation de production de cholestérol sera affectée. Bon, le récepteur du LDL, oui, quand il n'arrive pas à internaliser le LDL, on va avoir une accumulation de LDL au niveau des vaisseaux, et donc ça favorise l'athérosclérose. Et en plus, comme la cellule ne reçoit pas de LDL, on va avoir encore plus euh, l'activité de la chaîne glycoréductase va synthétiser encore plus de LDL, et donc ça favorise tous les signes cliniques. Là, on vous parle de beaucoup de choses. On vous parle de problèmes au niveau des LDL récepteurs. On vous parle de problèmes au niveau de la HMG-CoA réductase. Ce qu'on veut que vous compreniez, c'est que le défaut n'est pas au niveau de la HMG-CoA réductase, c'est plutôt au niveau de la régulation. Et cette régulation dépend elle-même des LDL récepteurs. Donc, comme il y a un défaut au niveau des LDL récepteurs, il n'y a plus de régulation de la HMG-CoA réductase et elle est tout le temps à une activité qui est maximale. Oui. Dans les exercices, vous verrez surtout les problèmes sur les LDL parce que c'est là où il y a le plus de mutations et donc ça peut affecter plein d'étapes. Donc, par exemple, la liaison avec le LDL, l'internalisation ou la dégradation dans la cellule. Oui, bon, pour la synthèse, les statines, c'est ça qui est intéressant. Les statines, elles vont diminuer l'activité de l'HMG-CoA réductase. Donc, il y aura moins de synthèse de cholestérol. Et en plus, euh, comme il y a moins de cholestérol dans la cellule, on va avoir activation de SREB, SREBP, et qui va se détacher du réticulum endoplasmique, aller dans le Golgi, subir des modifications, et ensuite aller activer la, euh, la, la, la formation des récepteurs au LDL et ça va activer la chaîne réductase. C'est juste de la régulation. Il y a moins de cholestérol, donc la cellule produit plus de récepteurs et plus d'enzymes. Sauf que l'enzyme, comme on l'inhibe avec des statines, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on diminue la synthèse de cholestérol par la chaîne GPA et on augmente le nombre de récepteurs, donc plus de chances de récupérer du LDL dans la cellule. En fait, je crois pas qu'il y ait de questions dans les Oui, ça, annales c'est juste là-dessus. pour illustrer. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que quand il y a du cholestérol, ça bloque cette chaîne de transcription-là, qui va donc pas y avoir de transcription de la HMG-CoA réductase et des LDL récepteurs. Mais est-ce que Ouais. quand il y en a plus, on va augmenter tout ça? Après, ça n'a pas marché pour tous les cas. Genre, parce qu'il y a 5 types différents. Oui, Il y en a certains où ça c'est le cas général pour les statines. Donc, en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour une ou deux catégories, je pense. C'est le cas chez le patient normal, ça. Non, parce qu'il y a 5 catégories de mutation en fait, Oui. de la maladie. Oui. Donc, en fait, Oui. ça a marché pas. Je pense que ça a marché pour un ou deux. Quand j'ai fait les comptes, j'ai montré ça. Genre, celui qui ne produit pas le récepteur, ça n'a pas marché pour la partie de. Oui, et dans tous les cas, comme on inhibe la synthèse du cholestérol par la chaîne glycoréductase, au final, on aura une diminution du taux de LDL.
personne qui a supprimé une question comme ça, disant que ça marche sur Les cette statines, catégorie, ça marche. ça va toujours marcher. C'est pour ça que c'est- Ça va. Non, on peut pas dire Oui, ça a c'est toujours pas- marché. Ça, il y a c'est tout en toujours faux. des Il y a différences. toujours des différences chez les Très patients. faciles. Donc oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais en fonction des catégories, il y a quand même cette régulation qui fait que les statines vont fonctionner. Ça, c'est La sûr pour régulation, comprendre les la statines. boucle de régulation, elle sera touchée différemment. Plus ou moins pour un cycle différent pour une catégorie différente. Mais ça, Oui. c'est pas important à retenir. Donc, du coup, le patient W âgé de 7 ans présente un taux plasmatique, donc déjà il a 7 ans, d'environ 6 millimoles par litre. Avant tout traitement, ce taux avait atteint 9,8 millimoles par litre. On fait un séquençage selon 100G, c'est de la génétique, on n'aura pas ça. Du gène du LDR, on trouve une variation 2483, une adénine qui s'est transformée en guanine, à l'état hétérozygote. Cette transition est responsable donc d'une substitution d'acide aminé dans la séquence du récepteur, une tyrosine en position 828 qui deviennent cystéine. On a des fibroblastes humains qui sont issus d'un patient qui est atteint d'hypercholestérolémie familiale à l'état homozygote par des lésions étendues des premiers exons du gène LDR. Donc voilà, ça va. Les premiers exons du gène, le récepteur il va être tronqué. On transfecte ces fibroblastes soit avec un vecteur vide, soit avec le vecteur contenant l'ADN normal de LDR, du LDL récepteur, soit avec encore un vecteur contenant un ADN codant du LDR récepteur porteur de la variation de notre patient. Donc, on a soit un vecteur sans rien, soit un vecteur normal, soit un vecteur avec la variation hétérozygote. Le surlendemain, on incube ces fibroblastes à 4 degrés puis à 37 degrés pendant 1 heure avec des lipoprotéines LDL marquées à iode 125, puis vous mesurez la radioactivité totale associée aux cellules. Donc les lipoprotéines sont marquées à iode 125, l'iode 125 il est radioactif et c'est ça qu'on va pouvoir voir. Donc quand on étudie la radioactivité, on étudie la position des LDL. Typiquement, dans ce genre d'énoncé, là, il y a plein de choses dont on ne va pas se servir. Par exemple, ça, vous allez voir par la suite, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous dire qu'on connaît la séquence et que donc on va pouvoir transfecter des cellules avec ça. Enfin, ça, Et même. en fait, vous passez l'énoncé, vous le lisez une Voilà. fois, vous allez sur les graphiques et s'il y a besoin de retourner, vous retournez. C'est totalement ça. Donc, on va avoir à 4 degrés, on étudie la liaison parce qu'on fige les cellules avec le LDL. Et à 37 degrés, on étudie l'internalisation. Donc à 4 degrés, on voit quand il n'y a pas de LDL récepteur avec le vecteur, il n'y a pas de liaison ni d'internalisation. Pour un ADN normal, à 4 degrés, on a de la liaison et de l'internalisation. Et pour notre patient, on va avoir une liaison, mais pas d'internalisation. Donc si on fait un Northern blot, on va étudier l'ARN. Sur les ARN extraits de fibroblastes transfectés, vous aurez constaté que les cellules transfectées avec l'ADN C porteur de la mutation du patient W contiennent une plus faible quantité de transcrits de LDR récepteurs que les cellules transfectées avec le vecteur contenant l'ADN C normal. Est-ce qu'il y a moins de récepteurs à la surface des cellules mutées? Non. Non, oui, quand le récepteur il est exprimé, c'est juste qu'il fait la liaison. Et il fait même autant de liaison que le normal, mais c'est juste l'internalisation qui est bloque, donc il n'y a pas de souci d'expression. Si on fait un Western blot en utilisant un anticorps primaire anti-LDL récepteur dirigé contre la partie N-terminale du récepteur, vous aurez constaté une absence complète de signal dans l'extrait protéique qui apparaît à partir des cellules transfectées avec l'ADN-C codant porteur de la mutation du patient W. Donc, le N-terminal, c'est en intra ou extracellulaire? C'est extracellulaire. C'est extracellulaire. Donc, un petit peu en primaire, dirigé contre la partie. Anti-LRR. Dirigé contre la partie N-terminale en extracellulaire. Est-ce que le récepteur il est exprimé à la membrane? Donc pour moi, ça serait faux.
Oui, donc le récepteur, ça reprend la même question que précédent. Le récepteur, il est bien exprimé en même quantité que pour les normaux à la surface des cellules. Je veux dire, il faut une question par rapport à constater une absence complète du signal. Et comme pour le trafic, il n'y a pas d'absence complète, c'est bien bon que je ne pas chercher. Non. Ça va? Oui, bon, ça c'est ça, c'est la liaison et l'internalisation passive. C'est pas par le récepteur comme c'est des. Il y a toujours une fraction qui va pouvoir passer dans la cellule. Et il y en a de plus en plus, plus on augmente la concentration. C'est sur l'item B? Ensuite, item Et C. ici, il n'y avait pas d'un récepteur qui était présent? Enfin, je pense qu'on a répondu à la même chose. Item B, on a un récepteur qui est présent. Non, mais c'était une Ah, c'était question par rapport à. sur Ok, ça n'a rien à sur voir sur à ça. Oui. La variation, la substitution du patient bloque l'accès du LDR à l'appareil de Golgi. Est-ce que là, on a un problème au niveau de l'expression du LDR? Et là, le passage à l'appareil de Golgi, c'est lors de la maturation Voilà. de la protéine. Donc, c'est avant, finalement, le problème delta. C'est Voilà, avant qu'il il arrive est à bien signer. exprimé, il est bien exprimé à la membrane. Donc ça veut dire qu'il passe. Ok, c'est faux. Il n'y a pas de souci de synthèse du récepteur. Il y a un souci dans la suite parce que sa structure n'est pas la bonne, donc il ne peut pas internaliser. Ensuite, item D. En incubant les cellules avec les LDL à 37 degrés, une plus grande quantité d'ester de cholestérol a atteint les lysosomes dans les fibroblastes transfectés avec l'ADNC normal que dans les fibroblastes transfectés avec le vecteur vide. Donc à 37 degrés, on a l'internalisation. L'ADNC normal, il internalise beaucoup de LDL, on voit la radioactivité, alors que le vecteur vide, il en internalise très peu. Donc, C'est vrai, parce qu'en fait, le lysosome, c'est ce qui va permettre de dégrader donc, le LDL, de récupérer le cholestérol et de recycler ensuite le LDL récepteur. C'est bon, cette partie-là, du coup? Ces résultats peuvent s'expliquer l'hypercholestérolémie du patient W. Donc oui, on voit que c'est un défaut d'internalisation tout simplement. Ouais. Sur le graphe, dans l'internalisation, Après, c'est large, c'est vrai. Et c'est quoi la réponse qu'ils ont eue? Oui, bon, ils ne se sont pas cassés la tête. D'après ce qu'ils nous disent, on voit que c'est un défaut d'internalisation. On peut supposer que l'usine graphe, ce serait genre et la politique de la surface, on pourrait dire que c'était un défaut de recyclage. Et du coup, en fait, on a des gens en gros parce qu'ils se sont mis à la surface et les autres n'ont pas été recyclés. On aurait Ouais. même grave, donc ça aurait été pas l'internalisation, mais un problème de Mais comme quand on utilise à 37 degrés, on voit l'internalisation directement. c'est pas juste pour il y a un activité, donc ça fait internalisation et ça va sur Je pense qu'on regarde le passage du LDL dans la cellule directement. c'était pas du tout, non. Tu peux répéter ce que tu En fait, dis? j'arrive à faire plus hypothèse avec les graphes, tu n'avais pas juste l'intégration en haut. Et ici, on n'a pas. Soit on pourrait dire que c'est un graphe qui va montrer si ça va être recyclé ou pas, parce qu'on voit juste la concentration. Donc on pourrait dire que là, c'est après, on voit c'est qu'on est en surface, et du coup, on n'a pas du W parce que ben, il n'a pas été recyclé. Soit on peut dire que oui, Oui, on pourrait le voir comme ça. Du coup, on voit que là, c'est internalisé, et du coup, j'ai pas Je vois, ouais. internalisé. Donc, moi, Mais à 37 degrés, le VAD il vous a dit, vous retenez 37 degrés, on étudie juste l'internalisation, pas le recyclage, et 4 degrés, la liaison. Mais en plus, là, c'est vague. Ces résultats peuvent expliquer. Oui, c'est Mais vague. en termes général, Il faut toujours préciser. C'est un problème entre la liaison et l'internalisation. normalement, si. Mais en fait, comme là, la question, elle pose pas de question sur l'internalisation, elle pose de question juste si ça peut expliquer ou non. Mais après, c'est vrai qu'il manque des éléments si on voulait refaire un peu de recherche. C'est bon? Non. on dit qu'en défaut d'internalisation, du coup, le récepteur ne peut pas rentrer dans la cellule. Donc, pourquoi il
Ouais, voilà, par exemple. Et l'appareil de Golgi, c'est là où il y a toutes les maturations, oligocosylation, tout plein de trucs. Et donc, avant d'être exprimé, oui, la quasi-totalité des protéines, elles passent par Golgi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de souci. Comme le récepteur envoie qu'il lit, donc ça veut dire qu'il est à la surface, il n'y a pas de souci. Ah, bon, vous imaginez une cellule, il arrive du noyau, il y a transcription et tout ça. Euh, on a une protéine native, elle va avoir plein de modifications, et dans ces modifications, elle va passer par l'appareil de Golgi. Elle va arriver à la C'est membrane, durant l'expression qu'il y a passage par le Golgi. c'est durant l'expression. Donc là, ça n'a Le pas de Golgi lien avec aussi, le on a produit. vu que c'est pour l'expression du facteur SREBP qui permet ensuite d'aller dans le noyau. Oui, ça n'a rien à voir. Ensuite, les aquaporines. Ouais. Donc, ça fait passer que de l'eau et c'est un résidu cystéine qui, couplé au mercure, obture le canal totalement. Faut faire gaffe parce que ça tue les gens. Il y a souvent des petites questions avec le mercure dans le QCM. Vas-y. Donc, ça, c'est la méthode de la démarche. C'est ce qui vous a expliqué au début du cours. On peut la passer. Ouais. C'est le mercure qui se lie avec une cystéine. C'est globalement, c'est juste pour vous dire qu'en gros, dans les QCM, on cherche, enfin, c'est la procédure, quoi. On cherche où est l'aquaporine. Au-dessus, c'est toujours le même schéma de QCM. QCM 1 et 2 sont liés. Les travaux se sont intéressés aux diverses conséquences de la validation des gènes de l'aquaporine, AQP1 et AQP4. Donc, on a des souris homozygotes qui n'ont pas d'AQP1 du tout, des souris qui sont hétérozygotes pour l'AQP1 et des souris pour la mutation inactivante du gène AQP1 et des souris homozygotes pour la mutation inactivante AQP4, donc qui n'ont pas l'AQP4. On a aussi des souris non mutées qui ont les deux allèles d'AQP1 et 4 qui servent de contrôle. Donc, première étude, on a les courbes de croissance pondérale des souris AQP++ et AQP-, selon leur régime et leur prise d'eau. Qui sont les mêmes. C'est pour vous dire que les conditions sont juste les mêmes. Oui, donc on va commencer par celui-là. Selon la photo de la figure 1 c'est celle que vous avez juste ici, les souris qui n'ont pas d'AQP sont plus petites que les souris qui ne sont pas mutées et que les souris qui ont AQP, qui sont hétérozygotes pour l'AQP. Ça serait faux, ça, non? Parce que ça, c'est pas dans la figure. Oui, c'est pas bien. Ouais, mais... mais il faut regarder sur le graphique. non, normalement, il faut regarder sur le graphique, c'est bizarre. Il y a aussi l'AQP moins plus. Selon la photo de la Ouais. Oui, c'est la... Bon, l'image, ouais. On va dire qu'elle est plus petite, celle au milieu. Mais non. C'est celle de droite. Ah, mais... Celle de droite. Celle de droite par rapport à celle du milieu. Sur la photo. Connaissant le rôle des aquaporines dans les transferts d'eau, on en déduit que les souris AQP- sont déshydratées. Ouais. Elle a buzzé. Oui. Si. Ouais, donc... C'est juste pas ce qu'on étudie, quoi. Ouais. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on étudie. Oui, bon, c'est pas hyper intéressant. Non. Oui. Bah, ça, on peut pas le savoir. Avec ce qu'on a là, on sait pas. On voit pas les cas de déshydratation. Tu vois, c'est ce qu'on va voir après. Je fais des roues. Sur la réelle fonction de l'AQP, ça je sais pas. Je t'avoue. Mais déjà, il y a beaucoup de compensation entre les aquaporines et après, les aquaporines, t'as pas
question de cours, en fait. C'est vraiment, c'est toujours le Oui, même bon, schéma. c'est C'est pas juste pas de la intéressant. logique sur les aquaporines. Voilà. Ensuite, des questions ou pas? Non, Donc, alors, mince. Si l'impact de l'invalidation du gène AQP1 s'exprime de façon autosomique récessive, on s'attend à ce que la courbe de croissance des souris AQP+- soit superposable à celle des souris AQP++. Oui, si c'est autosomique récessif, le fait d'être hétérozygote, ça change rien. Pour la figure D, d'après la figure 2A qu'on a juste ici, un régime riche en lipides provoque une augmentation du poids d'au moins 30% en 8 jours chez les souris non mutées et chez les hétérozygotes. C'est juste de la lecture graphique. Ouais, là, c'est juste là. Vous êtes d'accord ou pas? Là, on a une indication du pourcentage. Dans la figure 2A, l'absence de prise de poids chez les souris mutées, peut-être tu veux venir. L'absence de prise de poids chez les souris mutées AQP-, après 8 jours de régime riche en lipides est normal, car le poids d'une souris ne peut pas augmenter de 30% en 8 jours. Bon, là, c'est vraiment littéralement la question juste avant qui répond à la question. C'est assez faux. Parce que du coup, on a une preuve avec les deux au-dessus qu'on peut augmenter le poids au-delà de même de 30%. Concernant, d'après la figure 2A, oui. mais là, du coup, par exemple, sur ce thème-là, il y avait zéro commission de déco, donc que de Ouais. la lecture. Ah non, c'était. Mais après, il n'était pas hyper difficile. Non. Non, c'est sûr. C'est pour vous Oui, faire donc, simple. perturber en fait. Il y a des Je fois, sais c'est qu'il y a un aussi point, je comprends. l'autre QCM, il est lié aussi. C'est après. Ouais. QCM7, concernant l'interprétation de l'expérience. D'après la figure 2A, les souris AQP- pourraient présenter un défaut d'absorption digestive des lipides. Oui, ça, c'est ce qu'on avait déduit avant de leur poids. Donc, comme elles ne prennent pas de poids, c'est peut-être dû à l'absorption. Ouais. Non, là, on vous a mis, c'est pour réviser, surtout quand on voulait, mais c'est pas pour aller loin, parce que sinon, c'est très compliqué à expliquer. Faut prendre vraiment beaucoup de temps à les faire. Et les QCM, ils sont très différents en fonction des années aussi. Donc, d'après la teneur en eau des sels prélevés au niveau du sécum, dans la figure 2B, qu'on a juste dessus, l'absence d'AQP4 fonctionnel, souris AQP- diminue l'absorption d'eau dans l'intestin grêle. Donc, on va regarder la partie haute, contenu sécal, et ça diminue rien du tout. Elles ont les deux autant de contenu sécal. Ensuite, d'après la teneur en eau des sels excrétés, par contre, la figure de B, l'absence d'AQP4 fonctionnel provoque un défaut d'absorption d'eau dans le côlon. Comme on retrouve plus d'eau dans les sels sur la partie basse du graphique pour les moins. Donc, s'il y a plus d'eau dans les sels, ça veut dire qu'elles en absorbent moins. Et ensuite, dans la figure 2C, la diminution de la perméabilité osmotique chez les souris AQP-. Donc la diminution de perméabilité osmotique due au fait qu'elles n'ont pas de récepteur, indique un moindre passage d'électrolytes à travers les molécules d'aquaporine au niveau du côlon. D'électrolytes à travers les aquaporines, ça tilte. Là, c'est pas bon. Faut pas se laisser embobiner par perméabilité osmotique, quoi que ce soit. Les aquaporines, il n'y a que l'eau qui passe, il n'y a pas les électrolytes. Et pour la E, les figures 1 et 2 montrent que l'AQP 1 et 4 sont exprimées tout au long du tube digestif. Ben, ça, on ne peut pas le savoir. Et oui, enfin, on peut pas le savoir, on ne nous donne pas les informations nécessaires dans l'énoncé. Déjà, et en plus, il y a du coup l'aquaporine 4 qui, je pense que dans l'énoncé, on nous parlait que c'était. En fait, c'est juste Ah oui. comme c'est. C'était dit dans l'énoncé. Ouais, c'était dans l'énoncé. On va passer l'énoncé. Qui sépare l'intestin.
On en est à la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est de l'inflammation au sein de l'articulation. C'est une maladie multifactorielle avec une étiologie inconnue. Et on n'a pas vraiment de traitement, mais on a des pistes. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune humaine qui se traduit par un rhumatisme inflammatoire chronique évolutif, donc il vous explique souvent ça au début. La plupart des patients atteints présentent des auto-anticorps circulants de classe G, donc les ACPA, très spécifiques de cette maladie qui reconnaissent dans le tissu articulaire synovial les chaînes alpha et bêta déséminées du fibrinogène. À noter que la désémination correspond à une modification post-traductionnelle qui transforme les résidus d'acide aminé arginine du fibrinogène en résidus citrulline. Donc désémination, c'est pareil que citrullinisation dans le perfusion. On a montré que des fragments du tissu synovial du TSR, issus de plusieurs patients et maintenus en culture, produisent des ACPA. De plus, à partir de TSR, vous avez isolé une population très abondante de cellules mononucléées avec des monocytes, lymphocytes B et T et des plasmocytes, etc. Vous pouvez affirmer que le tissu synovial rhumatoïde contient des plasmocytes sécréteurs d'ACPA. Vous dites vrai? Pourquoi vrai? Ouais. Parce qu'on a retrouvé justement les ACPA qui sont sécrétés par le tissu synovial. Donc, il doit bien avoir des plasmocytes pour sécréter ces auto-anticorps dans le tissu. Pour la B, vous pouvez numérer par ELISpot les plasmocytes sécréteurs d'ACPA présents dans la population de cellules mononucléées que vous avez isolées. Oui, c'est le principe. On va dénombrer les cellules qui sécrètent. C'est tout. Pour la paire, en général, il y a souvent des petits pièges entre les ELISA et les ELISpot. Ouais. ELISA indirect, sandwich, ELISpot, c'est faut un peu maîtriser que des techniques. C'est tout différent. À partir des cellules mononucléées que vous avez isolées, les lymphocytes B exprimant à leur membrane des immunoglobulines de spécificité ACPA peuvent être triés à l'aide de microbilles magnétiques revêtues de fibrinogènes désignés. Est-ce que vous avez compris? En fait, on peut les trier avec des billes revêtues de fibrinogènes désignés. On veut trier les cellules qui portent l'auto-anticorps ACPA avec des billes de fibrinogènes désignés. C'est possible ou pas? On met leur antigène. Ouais. C'est ça, la CPA, il reconnaît la désémination ou la citrullinisation. Donc, si on a des billes magnétiques, on pourra les trier. C'est ce qui est expliqué. La correction, vous pourrez aller la regarder si vous avez envie de revoir la formation. Item D, vous pouvez doser en ELISA indirect les ACPA présents dans le surnageant de culture du TSR. Non. Pourquoi non? C'est un direct. Ouais, indirect, c'est anticorps. Ouais, indirect, c'est pour les anticorps. Donc là, c'est détaillé pour. Vous irez regarder si vous avez envie de vous reconvaincre. Item E, parmi les IgG présentes dans le surnageant de culture du TSR, vous pouvez purifier les ACPA par chromatographie d'affinité sur fibrinogène désigné. Ouais, c'est leur antigène à ces cellules à l'ACPA. Et petit questionnaire de satisfaction. Et voilà. Le fameux QR code. Donc, si vous avez envie d'aller revoir les corrections pour vous rafraîchir la mémoire, ça sera posté. Et si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à aller les voir. N'oubliez pas non plus qu'il y a la formation du 11 lundi et mardi prochain. Voilà, donc, inscrivez-vous via le Google. Après, vous pouvez aussi venir comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, ça éclaircit quelque chose.
Quelle heure il est? N'hésitez pas non plus, vous aussi, à scanner le QR code, comme ça, vous nous faites un petit peu des retours. Ça peut être toujours aussi intéressant pour nous d'avoir vos retours en visio pour nous améliorer au fur et à mesure. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Et voilà, bonne soirée à tous et merci d'être venus. Malo, c'est pas entièrement faux que ça sert pas à grand chose de réviser les cours de clavel sur la PR. En fait, je t'avoue, moi, ça m'a désolé au début. Quand j'ai vu l'anal, j'ai vu qu'il expliquait tout le cours avant. Oui. À chaque fois, le voir, c'est. Après, tu sais, le but, jamais à la fin, la question que tu poses sur le bac, mais jamais à la fin, tu vois que les gens ils meurent avant le temps, de une époque où c'est fini. Moi, je l'avais lu, une époque gagnée pour avoir. C'est plus dans j'ai appris le cours de clavel et voilà.